Bienvenue dans cette vidéo d'apprendre à apprendre selon les neurosciences. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment réviser. Si vous êtes arrivé d'emblée sur cette vidéo, en elle-même, je crois qu'elle ne vous sera pas très utile. Vous avez intérêt à voir les vidéos précédentes afin de pouvoir vraiment comprendre ce dont il s'agit. Donc commençons par d'abord les pièges et les illusions qui peuvent nous faire travailler inutilement lors du processus de révision. Donc d'abord, il y a l'illusion de compétence, auquel je pense tout le monde a été confronté un jour. On a l'impression de savoir quand on révise, et puis quand arrive le test, patatras, on ne sait plus rien. Ben ça, c'est l'illusion de compétence. On avait l'impression de savoir, et en fait, on n'a pas réellement appris. On a fait travailler que la reconnaissance et non pas l'apprentissage. Et le problème, c'est que la plupart des techniques courantes de révision tombent dans ce piège. En particulier, si votre technique de révision habituelle est de relire, en fait, relire fait très peu encoder, donc très peu mémoriser. De même, souligner, surligner, noter dans la marge, ça ne fonctionne pas non plus. Et faire une fiche résumée est quelque chose de très peu actif. Ça dépend si vous vous posez des questions et si vous réfléchissez en faisant une fiche résumée ou si vous ne faites que recopier. Si vous ne faites que recopier, en fait, vous n'encodez pas grand-chose. Donc ça donne l'illusion qu'on a fait rentrer l'information dans son cerveau, mais en fait on n'a fait que écrire, surligner et ça n'est pas adapté. Un des problèmes assez classiques, c'est que le cerveau ne se limite pas à notre personne. C'est-à-dire que dès que vous tenez par exemple une fourchette dans la main, eh bien votre cerveau étend la limite corporelle à la fourchette et il la traite comme si c'était simplement une expansion de vous-même. Et il semblerait que les supports d'information soient traités un peu de la même manière et que nous ayons en fait beaucoup de mal à différencier le support interne, notre mémoire réelle, et le support externe, nos fiches ou Google. Et il y a une étude qui a été faite, on a donné à des étudiants un test, et certains avaient accès à Google, d'autres non. Et ceux qui avaient accès à Google ne connaissaient pas toutes les réponses et donc ils sont allés en chercher un certain nombre sur Internet. Et quand on les a interrogés à la fin, ils avaient la certitude qu'ils connaissaient ces réponses et qu'ils les avaient données spontanément, qu'ils les connaissaient réellement. Et bien sûr, si on les interrogeait, en fait, ils ne les connaissaient pas. Donc il y a une grande confusion entre sa propre mémoire et ici la mémoire virtuelle, la mémoire d'Internet. Et c'est à peu près la même chose avec nos fiches. Nous avons tendance à confondre nos fiches avec notre propre mémoire. Et donc on a l'impression que l'on sait parce qu'on a fait des fiches sur lesquelles on peut retrouver facilement l'information, mais on peut la retrouver si on a accès aux fiches. En fait, elle n'est pas réellement mémorisée et on ne pourra savoir si une information est mémorisée ou si elle ne l'est pas seulement si on se teste. Sinon, on aura toujours l'impression de savoir, alors qu'en fait, peut-être qu'on sait, mais peut-être qu'on ne sait pas. Donc il faut absolument que vous travaillez en rappel actif, c'est-à-dire essayer concrètement de vous rappeler, parce que c'est ça qui va faire réellement encoder. Et on a beaucoup mis en avant la carte mentale dans les méthodes à promouvoir auprès des étudiants. Et en fait, la carte mentale n'est pas un outil de mémorisation, c'est un outil de contextualisation. Donc je vous recommande de faire une carte mentale, mais pour faire du lien entre les choses, mais ne pensez pas parce que vous avez fait une carte mentale que vous avez mémorisé les concepts mêmes. En fait, vous avez fait beaucoup de liens avec d'autres concepts que vous connaissez déjà, vous avez élargi le sens, vous avez fait des synthèses, mais vous n'avez pas forcément mémorisé les détails des différents concepts. Ce sont deux activités différentes. Donc je vous conseillerais de ne pas faire de carte mentale pour mémoriser. De même, la fiche résumée non plus, parce que vu l'étendue des cours de SVT, on ne peut pas mettre toutes les informations pertinentes dans une fiche résumée. Donc en fait, on y passe beaucoup de temps pour avoir quelque chose de relativement pauvre. Et il a démontré que juste relire et souligner n'induit pas non plus une mémorisation. La chose la plus efficace en termes de mémorisation, c'est de n'avoir accès à aucun support. Donc fermez le cours, fermez le livre, mettre de côté les fiches si vous en avez et essayez de se rappeler concrètement de quoi parlait le cours, quel était ce concept, etc. Et c'est le fait d'essayer de se rappeler
qui produit l'apprentissage le plus efficace. C'est pas du tout intuitif parce qu'on a l'impression que on ne fait rien, alors que si je suis en train de faire une fiche résumée, une carte mentale, j'ai une production, donc j'ai quelque chose de concret, donc j'ai l'impression que j'ai beaucoup travaillé, alors qu'en fait, du point de vue de l'encodage, j'ai beaucoup moins encodé que si j'essaye de me rappeler par moi-même de quelque chose. Une raison aussi pour laquelle relire le cours est très peu efficace, c'est que quand vous relisez le cours, vous avez le problème qu'on appelle le problème de l'amorçage. C'est quelque chose qui est extrêmement connu en neurosciences, c'est-à-dire que pour que les personnes se rappellent quelque chose, on peut leur donner un indice, et cet indice est une amorce qui va tout de suite générer l'idée. Par exemple, si vous n'êtes pas très fort en géographie, et que je vous demande quelle est la capitale du Libéria, peut-être que vous allez rester un petit peu... Maintenant, si je vous dis que ça commence par la lettre M, eh bien peut-être que Monrovia va vous venir plus facilement à l'esprit. Donc ça, c'est une amorce. La lettre M a appelé Monrovia. Donc le problème, c'est que des amorces, quand je relis mon cours, même si je lève la tête un peu de mon cours et que j'essaye de me dire de quoi il s'agissait, c'est qu'en fait, sur la feuille, j'ai tout un tas de mots qui sont associés à ce que j'essaye de me rappeler, et ces mots constituent autant d'amorces. Par exemple, si je me dis finalement l'épigénétique c'est quoi, et que sur ma feuille j'ai tous les mots que j'ai écrits ici, il va de soi qu'en fait j'ai déjà sur ma feuille quasiment la définition de l'épigénétique. J'ai l'impression que j'ai pas regardé ma feuille, mais en fait il y a un tas de saccades oculaires qui sont totalement inconscientes. C'est le principe de la publicité sur Internet qui est sur le côté. Vous êtes persuadé que vous ne l'avez pas regardée, vous êtes persuadé qu'elle ne vous a pas influencé. Néanmoins, on voit que sur un panel d'utilisateurs, le produit qui a été montré est plus acheté. Et quand on peut suivre le regard des personnes, on s'aperçoit qu'elles ont eu des saccades oculaires inconscientes vers cette publicité. Donc, même si je pense que je n'ai pas regardé ma feuille, que je ne me suis pas aidé des mots qui sont sur ma feuille, en fait, si. Et ces mots qui ont amorcé, qui m'ont aidé à retrouver l'information, bien sûr, ils ne seront pas là le jour de l'examen, et donc je n'aurai pas cet élément facilitateur qui m'a donné accès à l'information. Et sans élément facilitateur, eh bien, peut-être que cette information ne me reviendra pas du tout. Donc à la maison, quand je me teste, il faut absolument que je n'ai pas ces amorces qui sont un petit peu partout dans mon environnement. Donc il faut absolument fermer toute source d'information, pas de cours, pas de fiches, rien du tout, et essayer sans aucun support de voir ce dont vous vous souvenez. Ce dont vous vous souvenez spontanément est connu, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous ouvrez le cours, vous voyez ce qui manque. Et pour ce qui manque, ça veut dire que là, ça ne revient pas spontanément. Il va falloir que vous ayez des moyens mémotechniques pour aider au rappel de ces différentes informations. Mais ça a été très important d'essayer de se rappeler sans réussir, parce que rien que ceci, le fait que ce soit sans succès, est en soi un signal qui facilite l'apprentissage ultérieur, parce que c'est un signal qui montre au cerveau que c'est quelque chose d'important dont il faut se souvenir. Donc même ne pas réussir à se souvenir est un processus d'apprentissage, parce qu'on va revoir la chose derrière et qu'elle va beaucoup mieux s'engranger. Alors du coup, je fais des fiches, je fais pas de fiches. Alors si vous voulez faire une fiche résumée, non. Le temps que vous aurez passé à faire cette fiche résumée, passez-le à essayer de vous souvenir spontanément des choses qui sont faciles à se souvenir, et puis pour toutes les autres, de moyens mémotechniques. Par contre, notez vos moyens mémotechniques, parce que même les moyens mémotechniques, il arrive qu'on les oublie. Donc vous pouvez vous faire des fiches des moyens mémotechniques, ou écrire dans la marge les moyens mémotechniques, pour essayer de vous en rappeler. Une fois que vous avez fait ce travail d'apprentissage, à ce moment-là, seulement, la carte mentale devient quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que vous avez appris des tas de petites choses, et maintenant, il est temps, maintenant que vous les connaissez, de bien réassocier tout ça. Et donc, à ce moment-là, donc souvent, c'est une fois que le chapitre a été traité en cours, vous avez besoin de remettre le contexte, de relier les choses entre elles, de relier peut-être avec d'autres chapitres. À ce moment-là, la carte mentale est particulièrement précieuse pour ce travail de liaison.
Donc la carte mentale n'est pas un outil de mémorisation, par contre c'est un outil de liaison. Et pour nous qui faisons des synthèses, c'est particulièrement pertinent. Un élément très important pour apprendre, c'est de se tester. Ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est pas comme ça qu'on procède. On décide d'apprendre d'abord, et puis ensuite, pour voir si on a tout bien appris, on va faire un QCM, on va faire un exercice. Eh bien, les études scientifiques montrent que ce n'est pas comme ça que l'on devrait procéder. On devrait au contraire se tester pendant qu'on est en train d'apprendre, par essai et erreur, et que c'est ça qui va nous faire apprendre de façon plus efficace et surtout avec un apprentissage qui va être plus pertinent. Donc, il ne faut pas garder vos QCM pour la fin, une fois que vous avez tout appris. Au contraire, il faut les utiliser pendant, ce qui va vous permettre de bien voir les erreurs spontanées qui sinon risqueront de passer un petit peu inaperçues, de bien voir les erreurs spontanées et de peut-être pouvoir développer des méthodes pour éviter ces erreurs spontanées qui, là, lors d'un apprentissage classique, seront passées un peu inaperçues, mais vont ressurgir plus tard et vont vous créer des problèmes. Donc, se tester en faisant des erreurs est quelque chose d'extrêmement important pour bien mémoriser, mais aussi pour bien percevoir les erreurs. Et ça augmente grandement les performances lors des examens. Donc changez un peu votre routine. Au lieu de faire les tests après, faites-les pendant que vous êtes en train d'apprendre. Donc ici, on a fait des études pour voir si les personnes pouvaient retenir ici du vocabulaire linguistique juste en relisant, juste en se testant et en ayant une relecture, ou avec en plus des moyens mémotechniques que les personnes inventaient elles-mêmes. Et soit on leur redonnait ce moyen mémotechnique, soit on leur demandait simplement de se rappeler leurs propres moyens spontanément. Donc on va revoir ici d'abord l'importance du fait de se tester par rapport au fait de simplement relire. On multiplie par 3 les possibilités de rappel. Et pourquoi ça fonctionne? Eh bien c'est là que l'étude est intéressante. Si on redonne à la personne le moyen mémotechnique ou si on lui demande de se rappeler, on a exactement la même chose que quand la personne se teste. Et donc, se tester, c'est en fait activer des moyens mémotechniques, alors de façon consciente ou pas tellement consciente, ça peut arriver aussi. Se tester fait rappeler tout un système mémotechnique qui fait que la performance augmente. Donc, je vous incite à vous tester et à utiliser consciemment des moyens mémotechniques, puisque c'est ça qui va vraiment faire un rappel le plus efficace. Donc se tester, c'est quelque chose d'important. N'oubliez pas que sans test, vous allez toujours surévaluer vos connaissances, vous allez toujours penser que vous connaissez alors qu'en fait, vous ne faites que reconnaître quelque chose. Reconnaître, c'est très facile. Le faire par soi-même, c'est compliqué. Donc on peut reconnaître la solution d'un exercice, mais on aura beaucoup plus de mal à le faire par soi-même. Et de même, si on ne se demande pas vraiment comment expliquer tel phénomène, eh bien on se dit toujours qu'on le sait. Par exemple, si on est en train de travailler sur l'information génétique, bon, on se dit c'est évident, l'information génétique, je connais. Mais maintenant, si on se demande comment je dois exactement expliquer en détail comment est-ce qu'un organisme acquiert son phénotype, un phénotype particulier, dans un environnement particulier, est-ce que vraiment je sais le faire? Et là, je vais m'apercevoir qu'il y a des zones un peu plus floues, des zones avec des trous. Et tant que je ne me suis pas posé la question, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des zones de trous, parce que je le faisais en mode diffus, et en mode diffus, globalement, c'est un domaine où je sais reconnaître les idées. Mais ça ne veut pas dire forcément que je les maîtrise par moi-même, et que moi-même, je peux expliquer. Donc je vous propose une liste de tests, de questions à vous poser en SVT pour savoir si vraiment vous maîtrisez par vous-même ou si vous êtes seulement en phase de reconnaissance. Donc sur un concept, un nouveau concept que vous devez assimiler, est-ce que vous l'avez complètement assimilé? Si vous l'avez assimilé, vous pouvez l'expliquer à différents niveaux qui nous seront utiles dans différents contextes. Si je suis en train de faire une dissertation sur un autre thème, est-ce que je peux expliquer ce concept-là très rapidement en 1 ou 2 phrases? Si c'est quelque chose de moyennement important pour ma dissertation, est-ce que je peux en faire juste un paragraphe et un schéma très simple? Si c'est le centre
de ma dissertation, est-ce que je peux l'exposer en une page complète et un schéma très développé avec des arguments très détaillés. De même, ne vous faites pas piéger par le mode diffus qui vous donnera envie de répondre oui à tout ça. Essayez de le faire. Et vous verrez, est-ce que parfois, faire un schéma simplifié, c'est pas si simple. Qu'est-ce que je simplifie, qu'est-ce que j'enlève, c'est pas si évident. Méfiez-vous des schémas. Très souvent, on reconnaît le schéma, mais quand on essaye de le faire soi-même, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'il y a en abscisse, on ne sait pas trop ce qu'il y a en ordonnée, du coup, on ne sait pas trop ce que ça représente. S'il y a des ronds et des carrés, par exemple, il y a des espèces de patates avec 2 traits pour représenter des lipides. Qu'est-ce que c'est que cette patate avec 2 traits? Je sais le reconnaître sous forme de lipides, mais est-ce que je sais vraiment ce que c'est? Donc, essayez de refaire par vous-même les schémas. Vous allez vous rendre compte qu'il manque souvent beaucoup de choses quand on essaye de faire un schéma. On reconnaît facilement les schémas, on a beaucoup plus de mal à le faire. Maîtriser un concept, c'est aussi repérer les mécanismes et les principes qui sont illustrés par ce concept et que j'ai peut-être déjà vu autre part. Est-ce que je peux faire des liens avec un phénomène basique que j'ai déjà vu quelque part? Par exemple, si je suis en train de travailler sur une hormone qui contrôle le rythme cardiaque, et bien je suis en train de voir une fois de plus les interactions entre un ligand et son récepteur. Je suis en train de voir une fois de plus le principe des liaisons faibles. Je suis en train de voir une fois de plus l'importance de la forme des protéines. Et si je maîtrise un concept, pour chacun de ces concepts, j'ai un exemple précis que je suis allé prendre dans n'importe quel cours, mais j'en ai un. Donc j'ai un nom précis de molécule, j'ai pas une enzyme, j'ai la trypsine. Et je sais la replacer dans son contexte, c'est-à-dire je sais ce que ça fait. Je sais que la trypsine digère les acides aminés du bol alimentaire. Je sais où c'est, je sais que c'est dans l'intestin grêle, je sais quelle est l'importance pour cet organisme, l'assimilation des protéines. Donc à chaque fois, pour chaque concept, j'ai un exemple précis que je sais dessiner et que je sais replacer. Quand c'est des molécules, ce n'est pas des molécules hors des organismes ou hors de leurs écosystèmes. Ce sont des molécules précises qui font des choses et je suis capable de remettre cette molécule dans son contexte. Quand vous vous testez en sciences dures, en maths ou en physique, pensez à mélanger les exercices parce que le problème, si vous faites toujours le même type d'exercice, c'est qu'en fait, vous appliquez toujours la même méthode pour trouver la solution. Et donc, en fait, vous savez déjà à l'avance quel est le principe de cet exercice. Donc, en fait, vous continuez toujours à taper sur le même clou en utilisant toujours le même marteau. Donc, ce n'est pas très intéressant. Si vous mélangez les exercices, à ce moment-là, vous ne savez pas à l'avance quelle est la méthode de résolution. Et justement, vous allez pouvoir repérer que ce type d'exercice appelle cette forme de résolution et que tel autre type d'exercice appelle telle autre forme de résolution. Et donc là, vous allez pouvoir apprendre à appliquer un type de stratégie à un type d'exercice. Donc pensez à mélanger les exercices, à mélanger les chapitres, à retourner vers des chapitres plus anciens pour pouvoir justement ne pas faire des exercices tellement stéréotypés que vous avez déjà la méthode de résolution avant de commencer l'exercice. Mettons ça directement en application, testez-vous avec le quiz numéro 5. Et à bientôt pour un problème assez classique qui est le fait d'avoir du mal à se mettre au travail et à y rester.